Pierre-Étienne Ville, bonjour. Vous avez occupé la chaire d'histoire de la Chine moderne au Collège de France de 1991 à 2014. Et bien que vous ayez traité de beaucoup d'autres questions, en particulier la question du droit, vous avez consacré une partie importante de votre travail à la question de l'État en Chine durant la dynastie des Ming et Qing, ce qu'on appelle parfois la Chine impériale tardive. Aujourd'hui, David Cerfas et moi, nous allons vous poser quelques questions afin de retracer votre itinéraire personnel et intellectuel. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous demander de quand date votre intérêt pour la Chine et aussi peut-être que vous me disiez quelques mots, puisque vous n'avez pas une formation d'historien dans vos plus jeunes années, à quel moment vous avez décidé de devenir historien ? C'est une décision un peu tardive, comme la Chine impériale du même nom. J'aurais voulu ça aurait été bien que je puisse vous servir un récit héroïque d'une vocation pour la Chine que j'aurais conçue au berceau ou presque. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est après ou au cours d'études de lettres, et vraiment lettres, hein, même pas histoire, donc à Strasbourg où j'habitais à l'époque, que j'ai reçu de collègues de mon père, en fait, la suggestion de me lancer dans les études chinoises et que ça m'a plu, non pas parce que j'avais, à part 2 ou 3 lectures, un intérêt particulier, mais parce que je voulais faire quelque chose d'autre que les autres. Et à l'époque, faire des études chinoises, c'était encore une langue rare, c'était vraiment un tout petit domaine. Donc avec cette idée, si je puis dire, je me suis arrangé pour aller à Paris, c'est-à-dire que je suis entré à l'école normale, enfin j'ai réussi à y entrer, et ce qui était très pratique, puisqu'il n'y avait qu'à Paris, et il n'y avait qu'à l'école des langues orientales, à ce moment-là, qu'on pouvait commencer le chinois. Donc j'ai commencé le chinois parallèlement à mes études de lettres, que j'ai poursuivies jusqu'au bout, jusqu'à l'agrégation, et qui d'une certaine manière m'ont servi, on pourra en reparler quand on parlera de philologie. Donc parallèlement à ça, j'ai commencé le chinois au Langzhou, et assez vite j'ai quitté les langues, enfin au bout de 2 ans j'ai quitté les Langzhou pour continuer à ce qui était encore la Sorbonne, où autour de M. Gernet, donc qui était professeur d'études chinoises à la Sorbonne, s'était constitué un petit groupe d'enseignants et avec peu d'étudiants et très vivants et qui m'a pas mal appris. Et donc voilà pour ça, et cette décision de continuer, et la décision ensuite de continuer dans cette voie, finalement j'ai pu le faire assez facilement, dans la mesure où j'ai eu très tôt, tout de suite après mon service militaire, j'ai pu entrer à l'école, ce qui était l'école pratique des hautes études 6e section à l'époque, sur ma bonne mine, mon agrégation, et puis etc. Et aussi parce que j'étais proposé soutenu par M. Gernet, soutenu par M. Rigaloff aussi, et puis j'étais demandé par un collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé dans les années suivantes, qui était Michel Cartier, qui à ce moment-là avait un projet de démographie historique sur la Chine. Alors j'ai dit, la démographie historique, pourquoi pas, et donc c'était très facile à l'époque, on m'a pris, je veux dire, il n'y avait pas de concours nationaux, etc., ni de thèse exigée. On m'a pris comme ça sur un poste tout à fait subalterne, et j'ai commencé à dépouiller des monographies locales à la recherche avec Michel Cartier, à la recherche de données démographiques. Et c'est finalement un peu de ça qu'est partie une bonne partie de mon travail suivant, parce que dans la mesure où ce genre de travail ne consistait pas simplement à relever des chiffres, à les mettre en tableau, même si on faisait ça aussi, et qu'on en a sorti finalement d'un travail assez intéressant, c'est que au passage, on découvrait des tas de choses sur l'histoire économique, sur les événements, et à un niveau aussi très local. Et autrement dit, ça a tout de suite, je pense, déterminé un peu certaines de mes orientations ultérieures. Ce travail qui s'est poursuivi pendant quelques, je ne saurais pas vous dire, 2-3 ans au moins, 3-4 ans, mais qui ensuite s'est branché sur un autre type de source, un autre type de données plutôt qu'on trouvait dans les mêmes sources, à savoir les données sur les catastrophes naturelles et l'hydraulique,
qui sont devenus des sujets que j'ai beaucoup développés par la suite. Donc voilà comment j'ai commencé. Une fois que j'étais dans le, si je puis dire, sur les rails ou dans le bain, j'ai continué et il y a eu quelques épisodes comme qui ont beaucoup compté dans ma formation. Il y a eu 1 an et demi que j'ai passé au Japon, où j'ai été, c'était mon premier séjour de longue durée en fait en Extrême-Orient, et où j'ai été initié, oui, pas mal initié à la sinologie japonaise qui est à la fois très importante et très fermée sur elle-même et finalement très mal connue à l'étranger, sauf de spécialistes ou de gens sérieux qui font l'effort. Donc ça a été un acquis important. Plus tard, toujours pendant ma carrière à ce qui était devenu le HESS, j'ai passé 1 an à l'Institut Institute for Advanced Study à Princeton, et dans l'école de sciences sociales, et non pas d'histoire d'ailleurs. Et ça a été très enrichissant aussi intellectuellement pour moi. Donc voilà un peu, si vous voulez, le parcours. Ensuite, c'était une carrière qui se développe, on passe d'un grade à l'autre, et puis la surprise totale d'un recrutement au Collège de France, où finalement j'ai passé la plus grande partie de ma carrière en nombre d'années. Je me rends compte, ou disons la moitié, une bonne moitié. Oui, vous avez passé 23 années au Collège de France. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette position qui est à la fois un immense honneur, mais bien sûr aussi une charge très importante, et comment est-ce que vous l'appréhendiez à l'époque, et comment est-ce que, au fur et à mesure, peut-être votre vision a un petit peu changé? Non seulement c'était totalement inattendu, mais je n'y avais jamais pensé. Alors que certains de mes collègues au collège, je pense, ils pensaient tous les jours en se rasant avant d'être sollicités, etc. Donc c'était totalement inattendu, et c'est donc M. Gernet, qui était professeur au Collège de France, et qui avait été mon professeur depuis de nombreuses années, qui m'a un jour convoqué en me disant, voilà, est-ce que vous seriez d'accord? Et je suis tombé des nues. Et comme d'autres d'ailleurs dans cette position, j'ai tout de suite dit, oh non, vous n'y pensez pas, je suis trop jeune, il y a d'autres gens bien meilleurs que moi, etc. Et puis, alors, on dit, bon, je vais y réfléchir pendant la nuit, et puis le lendemain matin, vous dites, oui, d'accord. C'est assez courant comme processus. Et donc voilà, autrement dit, ça a surpris beaucoup de gens, ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça c'est tout à fait anecdotique. Et je me suis retrouvé donc avec effectivement des responsabilités au début. Alors, très naïvement, je me suis dit, maintenant que je suis au collège, plus de centre Chine, je vais être plus de cours, enfin en dehors de l'enseignement du collège, je vais être tranquille pour faire mes recherches. Et puis en fait, c'était d'une grande naïveté, parce que très rapidement, je me suis retrouvé en charge d'une bibliothèque, un institut, et puis ensuite un ensemble d'instituts, etc., etc. Ce qui, avec des collaborateurs d'ailleurs sympathiques, ça a bien marché dans l'ensemble, mais les soucis financiers, les papiers à remplir, enfin vous connaissez tout ça. Et autrement dit, c'était pas une thébaïde où on pouvait faire uniquement ce qu'on voulait. Et puis d'autre part, j'ai conservé, enfin à l'école, à l'EHESS, ils m'ont tout de suite dit, mais vous restez avec nous bien sûr. Et donc j'ai dû me représenter comme directeur d'études cumulant. Et j'ai continué pendant, jusqu'au bout, jusqu'à la retraite, j'ai continué de faire mes séminaires à l'école et d'avoir des étudiants, donc, et un enseignement de type école, et non pas simplement les conférences publiques du Collège de France et les séminaires du collège. Très bien. Peut-être que maintenant, après vous avoir entendu sur votre formation, on pourrait partir de cette thèse que vous soutenez en 1975 sur les crises frumentaires et leur gestion par la bureaucratie Qing au XVIIIe siècle, et voir quel cheminement vous avez suivi depuis cette thèse vers vos travaux suivants. Oui, alors mon cheminement a dû beaucoup, et à plusieurs articulations, et même certaines articulations assez importantes, enfin dans tout ce que j'ai fait, soit à des enchaînements inattendus, soit même au hasard, à des découvertes ou à des idées comme ça qui se sont tout d'un coup cristallisées et puis qui ont mûri, enfin qui ont donné lieu à des travaux importants au sein de ce que j'ai fait. Donc là, ce travail sur ce
que j'ai appelé l'administration de la famine, c'est-à-dire les politiques de l'État chinois, en particulier de l'État des Qing, et plus particulièrement encore au XVIIIe siècle, où ça a été une grande affaire. Donc les politiques pour combattre, se préparer à la famine, la combattre quand elle survient, et ensuite aider les gens à retrouver leur base. Ce travail que j'ai décidé un peu sur un coup de tête de faire sous forme de thèse de 3e cycle, parce que j'en avais besoin pour des questions administratives, et a découlé directement de ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire ce travail de démographie historique qui procédait par dépouillement de sources. Je ne me souviens pas exactement quand, mais je sais que c'était pendant mon séjour au Japon, alors que je travaillais au Toyo Bunko, que je suis tombé, à l'occasion de ce travail, sur les crises, disons, les crises de subsistance en général. Je suis tombé sur une source absolument épatante que j'ai décidé d'étudier de près et qui a formé un peu le cœur de ma thèse, qui est devenu ensuite un livre qui a eu finalement, qui continue d'avoir une certaine influence puisqu'il a été traduit. Alors il est paru la thèse je l'ai soutenue en 1975. 75, oui, bon, vous savez mieux. Et donc le livre est paru en 80, la traduction en anglais à Stanford est parue en 90, et c'est là qu'il a commencé. Il était déjà connu, même dans le monde anglo-saxon, enfin des spécialistes, mais il a trouvé une nouvelle vie, en particulier comme livre à signer dans les cours, dans les universités américaines, ce qui est très important pour sortir de l'anonymat. Et ensuite, après un essai raté de traduction chinoise, une très bonne traduction est parue 10 ans après encore, je ne saurais même pas vous dire la date, et il y a eu une nouvelle édition assez récemment, et ça évidemment, ça a ouvert à ce travail un marché, une notoriété qui m'ont même surpris. Et si vous me permettez une petite manifestation de satisfaction, j'ai été très, très content de voir. Alors, cette affaire de crise de subsistance, de famine et de politique contre la famine était très peu étudiée à l'époque où je m'y suis intéressé. D'où d'ailleurs un peu le succès de ce livre au début, parce que c'était quelque chose que les gens découvraient. De même qu'ils découvraient que l'État chinois n'était pas formé uniquement de fonctionnaires incapables et prévaricateurs et paresseux, mais que c'était une machine qui pouvait se mobiliser, etc., etc. Donc c'était un peu le début d'une période dans la recherche sinologique, en tout cas en Occident. Mais en Chine, personne ne s'y intéressait, mais ça a changé, et en particulier à l'université à Renmin, c'est-à-dire l'université du peuple à Pékin, il y a un groupe d'historiens qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui ont publié il y a quelques années une énorme collection de textes, de sources. Transcrites en caractère simplifié, ce que j'aime pas du tout, mais enfin bon, au moins elles sont là, et il y a 15 gros volumes si je me souviens bien, et dans l'introduction, monsieur Xia Mingfang, donc qui est un des principaux artisans de cette opération, dit, et ça m'a fait plaisir, ah oui, c'est un sujet qu'on n'utilisait pas, l'initiateur ça a été, alors de France, puisqu'ils disent toujours le français, Wei Pixin, etc., etc. Et je pense qu'il a connu mon travail par la traduction chinoise. Mais donc disons que j'avais eu l'idée avant les autres, même s'il existait 2 ou 3 bouquins de l'époque républicaine sur ce sujet, mais qui étaient d'un style tout à fait différent, en plus des compilations enfin se détachant beaucoup moins, si vous voulez, des sources conventionnelles. Oui, donc voilà ce que je peux dire pour ce travail sur la famine. Et ensuite, alors ça, justement, je vous disais que ça correspondait en fait à une phase aux États-Unis surtout, où des chercheurs un peu de ma génération commençaient à redécouvrir l'État impérial tardif, et où nous avons ensuite, avec 3 ou 4 collègues, publié un autre livre, mais alors lui plus spécialisé sur le système de stockage public des grains, à l'époque des Qing également. Voilà, donc ça a été une suite de ce premier travail sur la famine. Et de là, donc de ce travail sur la bureaucratie, vous êtes venu à vous intéresser plus aux hommes, les fonctionnaires?
Oui, alors disons qu'une de mes préoccupations depuis le début, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais enfin c'est un fait, ça a été d'essayer d'aller au-delà de ce que disent les sources conventionnelles, ce qui est une difficulté, surtout dans le cas de la Chine. Je dirais pas seulement la Chine impériale, mais la Chine d'aujourd'hui encore plus. C'est-à-dire que vous avez un discours public et qui, dans le cas de la Chine impériale, était un discours très rodé, qui avait un pédigree quand même très ancien, qui présente les choses donc suivant certaines normes bureaucratiques, certaines normes éthiques, politiques, etc. Donc vous pouvez faire un récit historique très beau et même très, très vivant sur cette base, mais on a toujours l'impression qu'on reste, enfin il se passait beaucoup d'autres choses par derrière, qu'on reste à un certain type de surface des choses. Et donc je me suis souvent dit que peut-être que ce qui m'avait un peu poussé à être, ou encouragé à m'obséder sur ce désir d'aller au-delà de ce qu'affirment les sources, c'était ma lecture, vraiment tout à fait au début, de Balach. Étienne Balach, que je n'ai jamais vu et dont je n'ai jamais suivi d'enseignement, pour la simple raison qu'il est mort subitement d'ailleurs, peut-être 2 mois après que je sois arrivé à Paris, que je me sois inscrit au Langso. Donc, mais je me souviens d'une affiche dans les couloirs de l'ENS où on annonçait ce séminaire. Je m'étais dit tiens, qui c'est celui-là, c'est intéressant. Et puis il n'a jamais fait ce cours puisqu'il est mort. Mais un peu plus tard, en 68 exactement, a été publié un recueil de ses études sous un titre, sur le titre accrocheur, mais à mon avis pas très heureux, de La bureaucratie céleste. Et que j'ai lu, qui a eu beaucoup de succès, et que j'ai lu, et où j'ai découvert ce pessimisme foncier de Balach, qui était un grand connaisseur, qui était un historien de premier ordre, et qui avait, surtout à la fin pendant une bonne partie de sa carrière, avait beaucoup étudié les sons. Il y avait un grand projet international d'études des sons, donc entre le Xe et le XIIe siècle. Et chez Balach, il y avait toujours cette idée que le discours politique est hypocrite, qu'il y a beaucoup de corruption, etc. Et que les vraies choses se passent au-delà et sont souvent très différentes du discours officiel, disons. Et je pense que ça m'a influencé. Mais par la suite, d'abord j'ai découvert que finalement, et j'ai découvert finalement pendant tout mon parcours que finalement ces fonctionnaires de l'Empire chinois n'étaient pas si mauvais que ça, enfin pas tous, et on pourrait tout à fait faire un peu une geste héroïque de la fonction publique chinoise, surtout de la fonction publique locale, où finalement les gens les gens qui étaient nommés là, c'était tellement recherché, avaient mené souvent une vie extrêmement dure. Ils étaient coincés entre des populations souvent rétives et puis un pouvoir, des supérieurs qui n'arrêtaient pas de les houspiller, de les critiquer, etc. Et la position pouvait même être franchement dangereuse. Donc, et ça, j'ai découvert un peu au fil des années, surtout en travaillant de façon massive sur ce que j'ai appelé les manuels pour fonctionnaires et les anthologies de textes administratifs, où tout d'un coup on voit vivre toujours derrière un certain discours, mais malgré tout, ce monde des administrateurs chinois. Donc ça a été une chose. Et puis par-delà, et c'est également un développement plus récent dans mon travail, par-delà, je me suis énormément intéressé, mais je m'y intéressais dès le début, très tôt, à tout un récit non officiel justement, qui est beaucoup plus difficile à trouver et qui fait surface plus ou moins suivant les époques. Et là, j'ai découvert très tôt, en ayant acheté un peu à l'aveuglette des petits recueils de reprint à Taïwan, dans les années 70, je pense, j'ai découvert toute cette littérature non officielle de la transition entre les Ming et les Qing, donc disons
la première moitié, oui, du XVIIe siècle, disons en gros, où il y a un monde de gens qui parlent librement, en partie parce qu'ils sont dans un environnement politique et même international qui commence à les terroriser, les terrifier, et où beaucoup de contraintes, disons, sautent dans les écrits, même dans les écrits publiés des gens qui publient, donc des lettrés. Donc là, il y a une quantité de textes passionnants que j'avais un peu parcouru très tôt et que je n'ai jamais oublié et que j'ai repris alors assez en détail dans une série de cours au collège ou dans les années 2000 que j'avais d'ailleurs intitulé Autobiographie et Histoire. Et ce qui vous dit un peu, ce qui vous indique une orientation finalement, une approche. Et là, ça m'a permis finalement d'avoir un regard beaucoup plus concret sur la vie des gens, que j'avais déjà eu, mais alors c'est par un tout autre, pour vous dire que finalement il faut aborder les choses sous beaucoup d'angles, sous un tout autre angle, à travers la littérature vernaculaire, qui m'a toujours fasciné, que j'ai lu en grande partie en traduction, mais pas uniquement, et dans les années 70 en particulier, il y avait un programme, c'était le début des équipes du CNRS, il fallait avoir des programmes, etc. Et il y avait un programme qui était animé par le regretté André Lévy, qui était un des grands historiens de la littérature chinoise, français, qui portait sur ce qu'on appelle les Huaben, c'est-à-dire les recueils de nouvelles en langue vernaculaire, qui ont fleuri, et même qui ont eu un développement assez extraordinaire au milieu du XVIIe siècle. Et là, on les lisait, et ça ouvrait à une vie. Enfin, les Chinois devenaient drôles, et c'était extraordinairement vivant. Mais c'était de la fiction. Et beaucoup plus tard, j'ai redécouvert, ou j'ai recommencé à approcher la vie des gens comme ça, vu autant que possible au ras du terrain, historiquement, d'une façon tout à fait différente, à travers les sources judiciaires. Ce qui est tout à fait différent, mais de même qu'il y a eu des historiens de la France qui ont écrit des choses passionnantes à partir des archives de la police ou des archives judiciaires, de la même façon pour la Chine tardive, surtout, essentiellement, qui a conservé ses archives seulement à partir du XVIIIe siècle, disons. Vous pouvez découvrir à travers les sources judiciaires vraiment la vie brute des gens, et alors à travers le prisme bien sûr de la criminalité, ou même même pas forcément de la criminalité, mais des conflits qui sont portés devant les magistrats, enfin devant les administrateurs locaux, et les gens étaient très portés à aller en cours, même si ce n'était pas une expérience très confortable pour eux. À travers donc toutes ces sources, vous voyez les gens vivre au jour le jour, et puis vous les voyez aussi dans leur rapport à l'administration. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai toujours essayé de voir ou d'étudier, c'est non seulement l'administration vue de haut et telle qu'elle opère, mais telle qu'elle était perçue par les populations, et ces rapports, disons, et la façon dont elle essayait assez désespérément parfois d'avoir un impact sur la vie des gens, sur leur morale, sur leur vie économique, etc. Il y a une autre direction qu'a prise votre recherche sur l'histoire de l'État, c'est la question du droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors le droit, ça a été un peu une découverte à mi-parcours, je dirais, et là j'ai ma dette totale envers notre collègue Jérôme Bourgon, qui a un peu ressuscité les études sur le droit chinois en France. Il y avait des gens s'y étaient intéressés dans les années 20 et 30. Il y avait un grand juriste qui s'appelait Escara, mais qui était plutôt un spécialiste du droit contemporain. Par exemple, Henri Maspero était, si je ne m'abuse, avait eu une formation d'études de droit, et s'était intéressé à des problèmes réellement juridiques. On peut en reparler d'ailleurs quand on parlera de cette philologie tellement étroite qu'on évoque parfois, et à quel point c'est injuste pour certains. Donc Jérôme Bourgon est devenu un pilier de mon séminaire aux études
alors il préparait sa thèse encore, et depuis, on a travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui encore, et autour de lui finalement, ou en même temps que lui, mais en partie sous son influence, s'est développé en France, comme vous savez, un petit groupe de gens qui travaillent sur l'histoire du droit impérial. Un petit groupe que je dirais en termes modernes très performant, enfin avec vraiment de très bons chercheurs, oui, Frédéric Constant, Luca Gabbiani, Pierre-Emmanuel Roux, et des gens comme ça qui tous ont vraiment travaillé à fond dans les sources judiciaires, chacun, ou encore Claude Chevalère. Je les cite parce que c'est mes anciens étudiants, enfin une partie d'entre eux en tout cas. Et donc, encore aujourd'hui, et en fait, dès demain, vendredi, nous avons un séminaire régulier qui est rattaché à l'école, qui marche très bien, où on lit sur des sujets, on lit des sources, on discute, etc. Et c'est un séminaire qui est animé par, justement, par Jérôme Bourbon et Frédéric Constant, où viennent des gens de Genève, de divers endroits, de divers niveaux. Il y a quelques étudiants de thèse, mais il y a quelques collègues. Donc c'est un milieu qui s'est coagulé, si je puis dire, depuis une vingtaine d'années en France, et qui marche très bien. Et moi, ça m'a énormément influencé, à tel point que je suis maintenant considéré par certains comme un grand spécialiste du droit chinois, ce que je ne suis pas, mais j'ai quand même beaucoup, avec ses collègues et pour moi-même, j'ai beaucoup étudié les questions juridiques, et en particulier, je suis devenu un assez bon connaisseur du code pénal d'Hemming et Netsching, qui est vraiment un texte et une source très, très spéciale. Enfin, il faut vraiment s'y plonger et s'y initier, et à tout ce qui tournait autour, la médecine légale. J'ai fait pas mal de choses sur l'histoire de la médecine légale en Chine, et les sources judiciaires, donc les comptes rendus, si vous voulez, les jugements, les comptes rendus de procès, etc., qui, comme je vous disais, sont une source d'histoire sociale absolument fantastique. Et donc c'est comme ça que je suis devenu un peu un juriste. Et puis il y a un autre élément qui a beaucoup joué, ça a été ma collaboration avec ma collègue Mireille Delmas-Marty au Collège de France à partir de... Oui, elle est arrivée au collège quelques années après moi, mais nous avons beaucoup travaillé ensemble. Pierre-Étienne Ville, vous venez de parler de votre collègue au Collège de France, Myriel Delmas-Marty. Je ne résiste pas à l'envie de vous poser une question sur votre autre collègue, aujourd'hui décédé et qui a beaucoup travaillé sur l'État, Pierre Bourdieu. Oui, Mireille et Pierre Bourdieu ont été en fait les deux collègues avec qui j'ai vraiment eu au collège des échanges et même des collaborations, enfin, dont j'étais assez proche. Et Bourdieu, pendant les 10 années où nous avons été collègues, c'est-à-dire avant sa retraite, et puis il est mort très peu de temps après sa retraite, en 2001, je crois, ou 2, je ne sais plus. Effectivement, nous avons eu des relations extrêmement amicales. Enfin, le courant passait, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais extrêmement éloigné, finalement, parce que j'avais fait de l'école bourdieusienne, que je ne connaissais pas du tout, sinon de nom, même si nous étions l'un et l'autre aux hautes études en sciences sociales, mais aussi bien Bourdieu que d'autres collègues qui m'ont rejoint au collège, collègues de l'EHESS, je ne les connaissais pas avant, et c'est au collège justement qu'on est devenu, comme Philippe Descola par exemple, ou des gens comme ça. Mais alors pour Bourdieu, donc, en fait, il connaissait... Non, je me souviens maintenant comment ça s'est passé, cette affaire d'État, et on le voit dans son cours qui a été publié, son cours sur l'État justement. C'est au moment où je faisais mes visites de candidature que je l'ai vu, que j'ai parlé avec lui pour la première fois, et que je lui ai donné, ça m'intéressait, quelques papiers que j'avais faits sur le problème de la corruption.
J'ai été très occupé par ce thème à une certaine époque, et apparemment ça l'avait beaucoup intéressé parce qu'il l'avait cité ensuite dans son cours, et le père d'un de mes étudiants qui allait au cours de Bourdieu a dit: vous savez, Bourdieu vous cite. C'était très glorieux, et donc c'est comme ça qu'il y a eu des échanges, et on a fait ensemble également avec Olivier Christian, qui était un des historiens, disons, du vrai cercle bourdieuien auquel je n'appartenais pas vraiment, un numéro des actes de la... comment ça s'appelle ? Oui, attendez, le titre exact, c'est Actes de la recherche en sciences sociales, c'est ça, la revue de Bourdieu. Un numéro sur la Chine, donc sur l'État en Chine, où il y a eu plusieurs articles. Donc oui, j'ai subi quand même, j'ai découvert un peu les concepts que Bourdieu avait développés et même popularisés. Et certains avaient un écho, et je pense en particulier à la notion de distinction, dont j'ai fait un petit article dessus d'ailleurs dans un volume, à sa mémoire plutôt. La notion, c'est pas moi qui l'ai découvert d'ailleurs, c'est un historien d'art, Clunas d'Oxford, qui a écrit un livre où parmi les amateurs d'art dans la Chine des Ming, il montrait comment il utilisait le concept emprunté à Bourdieu, le concept de distinction, pour montrer comment, suivant ce que vous achetez, ce que vous avez dans votre collection, comment vous en parlez, vous vous distinguez, il y a vraiment une stratification au sein d'une classe de gens aisés. Mais cette notion marchait très bien dans la société bureaucratique à laquelle j'ai consacré une bonne partie de mon temps. Ça marchait très bien parce que vous aviez une distinction, par exemple, entre et des marques. C'était une distinction marquée par toutes sortes de signes et de phrases entre la voie royale, les gens qui passaient le doctorat, qui avaient passé le doctorat, les gens qui avaient seulement passé la licence, les gens qui n'avaient rien passé mais qui avaient acheté un poste, dont certains étaient des fonctionnaires de premier plan, ont fait des grandes carrières, mais quand même. Sans parler, alors à la fin des Qing, de toute une classe de fonctionnaires dont certains étaient pas mauvais du tout, qui étaient issus, alors eux, de la guerre, qui avaient combattu dans les armées contre les Taiping et qui s'étaient illustrés comme ça et qui avaient été récompensés avec ce qui était considéré comme le plus précieux dans la vie des élites chinoises, c'est-à-dire un poste de fonctionnaire. Comme vous abordez ces fonctionnaires qui ont servi l'Empire à la toute fin de l'Empire, donc à la fin du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle, est-ce que vous pourriez dire un mot sur votre position dans le champ des études chinoises, à la jonction entre une sinologie, une grande tradition sinologique française que on a peut-être à tort qualifié de purement philologique, et des études notamment sur l'État chinois et sur la société et l'économie qui traitent, elles, spécifiquement de l'État au XXe siècle? Oui, comme je vous ai dit au début, au moment où j'ai commencé les études chinoises, je n'avais pas d'idée très précise sur ce que je ferais. J'avais même pensé à la linguistique à un moment. Dieu m'en a préservé. Mais du coup, je m'étais intéressé à des tas de choses, et je pense que j'y ai acquis un goût, vraiment un goût très fort pour la sinologie totale, si vous voulez, c'est-à-dire s'intéresser à tous les domaines, à toutes les époques, etc., avoir au moins des notions. Puis j'ai suivi quand même quelques cours qui étaient, quand j'étais étudiant, quelques cours qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, le cours de Madame Nicolas Vendier aux langues orientales sur la Chine, la vraie Chine antique, et puis telle que cette école philologique dont vous parlez l'étudiait, donc Granet, Maspero, etc. Donc, et j'y avais pris goût, et je n'ai jamais perdu ce goût, et je pense que c'est important parce que ça fait partie intégrante de la du bagage culturel des Chinois, souvent même d'aujourd'hui, à des niveaux et avec des profondeurs très variables, bien sûr, mais malgré tout, je pense que les slogans sur la Chine vieille de 5000 ans sont stupides, mais malgré tout, je pense qu'aucune culture n'a conservé
conserver certaines de ses références anciennes de façon aussi immédiate que la culture chinoise. Enfin, immédiate ou présente et utilisable, quitte à d'ailleurs à les distordre, ça c'est une autre affaire, que la culture chinoise. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça mais je voulais être historien. Je voulais être historien et donc je voulais étudier la Chine, pas la Chine contemporaine, ça m'intéressait. Enfin, j'étais beaucoup moins attiré par ça, même si je m'y intéressais, mais j'avais pas envie de faire de recherche là-dedans. Je voulais faire des recherches sur la Chine pré-contemporaine et comment dire, et je me suis retrouvé, alors un peu par les hasards de la carrière, à l'école des hautes études, à l'EPHE, donc, et au Centre Chine, ce qui était très différent à l'époque, c'était essentiellement une bibliothèque, et je me suis retrouvé, disons, confronté, ou plutôt, non, confronté, c'est pas le mot, parce que j'ai de très bons rapports, mais fréquentant professionnellement et de façon très assidue des élèves de Jean Chéneau, dont vous avez parlé, c'est-à-dire des historiens, pur sucre, des agrégés d'histoire, ce que je n'étais pas, qui s'était initié à l'histoire de la Chine du XXe siècle dans un séminaire de Chéneau, donc un séminaire également aux études, qui a eu, je crois, une certaine influence donc sur Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, Marianne Bastide, Alain Roux, qui est encore tellement productif donc ce milieu, je l'ai connu et ensuite j'ai été conduit à les aider, si je puis dire, sur le plan administratif, puisque j'ai été bombardé à la suite de conflits extrêmement vicieux dont je ne dirai pas un mot aujourd'hui. J'ai été amené à co-administrer et puis plus tard à administrer tout seul ce centre de recherche et de documentation sur la Chine contemporaine et il tenait à ce qu'elle soit contemporaine. Et là, il y a eu une coupure dans le champ des études chinoises en France, pas uniquement en France, mais beaucoup en France, qui s'est instaurée, à mon avis, justement à la suite de Chéneau. Non pas que lui la voulait, mais ça s'est trouvé comme ça, entre les modernes et les anciens. On disait la Chine ancienne. Alors, la Chine ancienne était un peu un croque-mitaine aux yeux de mes collègues de ses collègues du Centre Chine, sauf Marianne Bastide qui avait une vue plus œcuménique et une pratique plus œcuménique aussi de la sinologie, et par rapport auquel il fallait s'affirmer et dont on craignait toujours qu'il vous coupe les fonds, qu'il vous méprise, etc. C'était assez fort et très surprenant, et j'ai toujours dit stupide. Et j'ai toujours combattu cette dichotomie qui n'existait pas avant. Et j'ai découvert, j'ai pu voir en travaillant sur les archives de l'Institut des hautes études chinoises, donc créé en 1920, mais qui a vraiment démarré en grand avec les sinologues français, les fameux philologues, soi-disant, en 1925-6. Donc dans leurs archives, j'ai découvert qu'ils tenaient absolument à ce qu'on collecte tout ce qui concernait l'actualité. La Chine, pour eux, la notion de Chine moderne, Chine ancienne, n'avait pas de sens. Enfin, c'était pas. Et alors, c'est quand on a créé des institutions, enfin, ce Centre Chine, qui était très utile comme bibliothèque, centre de documentation, créé par Jacques Guillerbaz, dans les années 60, quand on a créé ces institutions et qu'il y a eu quelques directions d'études ou professorats spécialisés dans le XXe siècle, que tout d'un coup il y a eu ce qui apparaissait parfois quasiment comme deux camps et de façon un peu ridicule. Donc moi j'ai toujours voulu, il m'a toujours paru indispensable et naturel d'ignorer cette dichotomie. Alors dans mon travail, je me suis surtout intéressé enfin j'ai travaillé sur la Chine impériale essentiellement, mais j'ai quand même fait
enfin quelques écarts, parfois un peu approfondis quand même, dans l'histoire de la Chine républicaine, enfin du début jusqu'aux années 30 surtout. Non, et même un peu plus tard parfois. Dû à j'allais dire, à des accidents de parcours ou à des hasards, mais où j'ai poursuivi des recherches qui m'ont énormément intéressé, d'autant plus que j'ai toujours eu une grande fascination pour la société de la Chine, enfin la Chine républicaine, disons, d'une manière générale, qui est à mon avis une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de Chine, avec le XVIIe siècle et avec les royaumes combattants, si vous voulez, mes trois pôles, parce que c'est les trois périodes où ça allait très mal, où tout le monde discutait, où il y avait une grande liberté de parole, et où la Chine n'était pas sous la botte comment dire, d'un pouvoir et d'une orthodoxie comme elle l'a été à d'autres époques, encore qu'il ne faut pas non plus exagérer les choses. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai tenu à intituler ma chaire au collège Histoire de la Chine moderne, parce que pour moi la Chine moderne ça commence, disons, au XVIe siècle au moins, et ça va jusqu'au contemporain, et cet intitulé a fait froncer quelques sourcils, parce que j'avais l'air tout d'un coup de vouloir m'emparer d'un domaine qui n'est pas le mien. Justement, vous avez effectivement une partie de votre travail qui porte sur le XXe siècle, et l'idée de cet entretien en fait, a germé lors d'un colloque que nous avions organisé en septembre 2018. Ce colloque portait sur une espèce de réinterprétation de la construction étatique pendant la période républicaine, pendant le premier XXe siècle, en essayant de s'écarter d'une vision excessivement centrée sur les gouvernements centraux successifs, c'est-à-dire la dynastie des Qing, les gouvernements Peiyang, le Kuomintang et le Parti communiste chinois, pour remettre davantage en avant les acteurs locaux, en particulier les seigneurs de la guerre, qui vous ont été chers pendant un certain nombre d'années, et les gouvernements pro-japonais. Et c'était jusqu'alors des acteurs qui étaient vus comme finalement des obstacles, des sortes de forces centrifuges, qui étaient des obstacles à la construction de l'État. Alors comment est-ce que vous pourriez analyser la relation entre ces acteurs locaux et le gouvernement central dans le fonctionnement de l'État et sa modernisation, peut-être en vous écartant un petit peu au-delà de la Chine républicaine, si vous pensez que c'est pertinent. Effectivement, je me suis beaucoup intéressé à une époque aux seigneurs de la guerre, à certains seigneurs de la guerre, dans une certaine région surtout. Ce sujet vraiment passionnant et très compliqué en fait. Je m'y suis intéressé, je vous parlais de hasard et de détours inattendus dans mon parcours, et ça, c'en est un exemple parfait. Pour essayer d'aller vite, donc je me suis intéressé j'ai travaillé, j'ai publié tout à fait vraiment au début de ma carrière sur les problèmes de contrôle hydraulique, si vous voulez. Partant de là, lors d'un voyage très court, enfin à l'époque où c'était encore très difficile, en Chine avec Michel Cartier, on nous a fait visiter des archives numéro 1 qui contiennent les archives des Qing, et on a dit, vous voulez voir des choses. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais demandé, je ne sais plus exactement ce que j'avais demandé, mais je me suis retrouvé en face d'un mémoire datant des années 1720, je crois, qui portait sur, qui souhaitait la réhabilitation d'un célèbre canal au nord de Xi'an, dans le Shanxi. Et j'avais déjà vu des choses là, sur ce canal et sur l'irrigation au Shanxi. Du coup, je me suis intéressé à ça, et un peu plus tard, lorsque j'ai été recruté pour un colloque sur l'histoire de l'environnement en Chine, qui était organisé par Marc Elvin et Liu Zhuizhong à Hong Kong, j'ai décidé vraiment d'étudier ça. Et donc j'ai fait un premier travail assez approfondi sur l'histoire de ce canal, que nous sommes ensuite, sur lequel nous avons fait ensuite avec mon collègue Christian Lamourou, collègue et ami Christian Lamourou, plusieurs missions de terrain dans les années 90, où vraiment on a vu ça sur place, et du coup, en faisant tous ces travaux, j'ai découvert
l'histoire moderne de ce canal, c'est-à-dire sa transformation par des ingénieurs utilisant des techniques modernes à l'époque républicaine justement. Et j'ai décidé, il y avait une sorte de légende dorée de la réhabilitation du canal qui s'appelle aujourd'hui canal le Tsinrouetshu enfin canal donc du Shanxi, et il y avait une sorte de légende dorée dans laquelle un ingénieur et un gouverneur vertueux, républicain, donc, avaient réussi Et puis d'autre part, j'avais lu des choses sur une association internationale de secours contre la famine qui a été beaucoup intervenue aussi dans les travaux d'infrastructure en Chine à cette époque, dans les années 20. Et donc tout ça formait un ensemble que j'ai voulu poursuivre. Et c'est là que j'ai vraiment découvert peu à peu cette situation politique invraisemblablement compliquée dans la vallée de la Wei à partir de la révolution de 1911 et jusqu'en 1930 quand le gouvernement nationaliste a réellement mis la main sur le gouvernement du Shanxi. Et cette histoire incroyablement compliquée où les seigneurs de la guerre, et en particulier les petits seigneurs de la guerre, c'est-à-dire des petits satrapes locaux qui étaient d'anciens officiers de l'armée moderne chinoise, jouaient un grand rôle, et un rôle plutôt négatif, mais pas entièrement. Et ça, pour répondre à votre question, le héros de l'histoire, qui était un ingénieur, qui était vraiment un personnage absolument admirable, que j'ai beaucoup étudié, je n'y vois rien à critiquer, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. L'ingénieur Li Yizhe, qui était de la région et qui a été un peu le fondateur de l'ingénierie hydraulique moderne en Chine, un des fondateurs, en tout cas un des grands maîtres dans les années 20 et 30. Et donc Li Yizhe est revenu dans la région pour réaliser son rêve, c'est-à-dire réhabiliter ce canal qui était devenu vraiment, qui était en ruine, grâce à la protection d'un seigneur de la guerre, qui par ailleurs est un personnage extrêmement peu ragoûtant. Je veux dire, c'était pas un des grands héros, ou disons des Wu Peifu ou autres, ou Fan Yuxiang, etc. Non, hein, quelqu'un d'assez médiocre et d'assez cynique, mais qui avait réussi finalement pour une période finalement courte, mais malgré tout, a donné l'impression qu'il avait stabilisé la situation dans cette région qui a été déchirée par la guerre pendant plusieurs années, entre 1918 et 1922 à peu près, par une guerre civile vraiment violente entre les partisans Sun Yat-sen et puis les partisans du Beiyang et les seigneurs de la guerre, justement. Donc la situation étant à peu près stabilisée sous l'égide d'un de ces gouverneurs militaires qu'on appelle le seigneur de la guerre, vers 1922 justement, Li Yizhe a accepté, qui était pourtant de conviction républicaine, a accepté de revenir et de travailler sous l'égide de ce qui était le pouvoir de facto. Et alors ce qui conduit aussi à relativiser cette notion de seigneur de la guerre, parce que ces gens, beaucoup d'entre eux avaient en fait des postes de gouverneur militaire de telle province, et de général de tel corps d'armée, donc ils avaient une situation très ambigu, enfin vous connaissez ça mieux que moi, mais je crois, hein, entre un appareil d'État qui était effectivement un peu déliquescent et qui ne contrôlait qu'une partie de la Chine, donc le gouvernement du Beiyang et à Pékin, et puis des pouvoirs locaux beaucoup plus indépendants. Et au Shanxi, donc j'ai étudié de très près, et c'est possible parce que grâce en particulier au recueil de souvenirs qui ont été les fameux Wenshi Liao qui ont été publiés dans les années 60 et puis ensuite de nouveau dans les années 80 en Chine, où les gens racontent leurs souvenirs, donc les vieux, hein, leurs souvenirs de ces époques anciennes. Bon, c'est souvent à lire avec un grain de sel, hein, parce que ces gens parlent en termes, ils parlent comme on parle sous la République populaire, de choses qui se sont passées longtemps avant. Mais malgré tout, c'est bourré
de renseignements, et aussi on y gagne un feeling de la façon dont les choses se passaient sur le terrain. Donc voilà comment une des voies par lesquelles j'ai été en effet conduit à m'intéresser de façon assez précise à certains aspects également assez précis de l'histoire républicaine. Pierre-Étienne Ville, vous venez juste de publier ces derniers jours chez Brill une bibliographie descriptive de fort volume, environ 1800 pages, des manuels de fonctionnaires depuis l'époque Song jusqu'à l'époque Qing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est un travail qui s'est poursuivi, j'allais dire, qui a traîné depuis quasiment 30 ans. Je m'étais, enfin dans mes travaux sur la famine, sur l'hydraulique, etc., j'avais eu à utiliser fréquemment ce qu'on appelle des manuels de fonctionnaires, c'est-à-dire des manuels destinés essentiellement aux fonctionnaires locaux, à ce qu'on appelle les magistrats, et où sont expliquées à la fois les bases théoriques et morales, je dirais, et éthiques du métier de fonctionnaire, et puis toutes sortes de renseignements techniques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment contrôler le personnel, comment s'occuper de la fiscalité, etc., etc. Et c'est un genre qui existe depuis les Song, justement, et dont j'avais vu un certain nombre de titres utiles, enfin où j'avais rencontré beaucoup de choses utiles, et qui montraient en particulier quel était le savoir technique et la compétence, disons, attendue d'un fonctionnaire local, sachant que, bien entendu, ce n'est pas ses études pour passer l'examen qui lui auront inculqué quoi que ce soit de savoir technique. Mais comme je l'ai détaillé aussi dans une étude publiée il y a X années, en fait, il y avait énormément de moyens pour les aspirants fonctionnaires d'apprendre leur métier avant de se trouver en position d'avoir à agir. Donc ces manuels, j'ai conçu à un moment l'idée, je me suis dit tiens, il se serait intéressant d'en faire une liste complète et descriptive surtout. Et à l'époque, j'avais relevé peut-être une centaine de titres, non même pas une centaine, moins. Et puis, donc, je me suis lancé là-dedans, et peu à peu, ça a fait un effet boule de neige, au sens où, d'abord, d'autres genres apparentés, mais pas exactement, plus spécialisés souvent que ces manuels qui étaient des ouvrages généralistes, ont été agrégés à l'enquête, dans le sens aussi où plusieurs de mes jeunes collègues ou étudiants, enfin jeunes, oui, ils étaient tous plus jeunes que moi, ont participé à la recherche et à la rédaction de projets de notices, souvent pendant une période, d'un certain nombre d'années. Il n'y en a qu'un seul finalement, Tom Nimick, qui est professeur à l'Académie militaire de West Point, et qui est un très bon spécialiste des mines, qui lui m'a suivi. Enfin, on a collaboré vraiment pendant presque toute la durée du projet. Enfin bref, et ce qui est important, c'est que aux ouvrages généralistes se sont adjoints premièrement ce que j'appelle dans le titre de ce travail les anthologies pour fonctionnaires, c'est-à-dire des recueils de documents qui montrent l'administration en action et non pas qui ne font pas simplement des recommandations. Donc il y a ça, et d'autre part, j'ai couvert des domaines dont le droit, qui n'était pas prévu à l'origine. Il est arrivé le moment de conclure notre entretien. Merci beaucoup Pierre-Étienne Ville d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui. Et moi je vous remercie aussi d'avoir organisé cette interview, et je suis finalement assez touché que vous deux qui êtes spécialistes de la Chine du XXe siècle ayez jugé intéressant de m'interroger sur mon travail sur la Chine impériale, et finalement c'est une preuve que cette coupure dont nous avons parlé à un moment est très artificielle, et que tout ce qui peut faire qu'on s'intéresse à tout est souhaitable.